le sentiment de ne pas être entendu, écouté, respecté, d'être à côté. Vous vous souvenez sans doute du rapport que j'avais fait à François Hollande en avril 2015. Guilly sortait à ce moment-là son livre sur la France périphérique et moi-même m'inquiétais de cette France qui n'est pas que rurale d'ailleurs, qui a le sentiment d'être à côté, que nous avons retrouvé en décembre, en novembre et en décembre sur un certain nombre de ronds-points. Elle avait, et elle a, le sentiment de la distance qui l'éloignait de ceux qui ont la responsabilité du pays. Je n'ai pas pensé, moi, qu'on était trop intelligent ou subtil, mais il n'empêche que c'est le sentiment qu'ils ont eu. Au fond, ils ont été loin de la France qui travaille, les responsables, mais ne protestent jamais, celle qui paye toujours et reçoit moins, celle qui a le sentiment de l'inéquité fiscale, celle qui subit les grèves, les blocages et les retards dans une résignation qui ne pouvait plus durer. Nous devons tous regarder dans les yeux cette France-là. La regarder dans les yeux, c'est comprendre, mais ne jamais accepter l'inacceptable. Président, vous l'avez évoqué, un des éléments d'inacceptable, le désordre, les saccages, les violences, la surenchère des revendications et cette question des libertés, mais aussi parfois l'expression de haine. Pour ma part, je perçois 3 attentes pour cette nouvelle année. Un besoin d'autorité, un besoin de dialogue, un besoin de cohésion. 3 attentes, c'est le respect de la loi de la République exercée par celles et ceux qui ont la charge de la mettre en œuvre, le respect des règles communes. L'autorité, je le rappelle, est assurée par l'exécutif sous le contrôle du Parlement. Dialogue, je crois à la vertu du dialogue, un dialogue fait de vérité, un dialogue qui peut être fait de désaccords, de recherche de compromis, parfois d'affrontements, et je le dis, pourquoi pas dans ce dialogue, la consultation directe dans les formes prévues par la Constitution, et à condition que ces résultats soient respectés. Pour être très clair, j'ai aussi rappelé au président de la République lundi, que j'ai vu en tête-à-tête avant le déjeuner qui a rassemblé le président Ferrand, le président Bernasconi, le Premier ministre et le président de la République et moi-même, qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Nous n'avons pas été associés à la façon dont il a été imaginé, ni la façon dont il a été organisé. Je ne reviens pas sur les périphéries. Mais comment pourrait-on refuser une initiative qui tente de passer du rond-point à la table ronde? Il faut être prudent, il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Mais il faut qu'on sorte de la logique de la contestation par la seule rue. Il faut sortir de la logique d'un débat qui ne se fait autour aujourd'hui que de nouvelles stars de chaînes d'infos. Le RIC, qui est une revendication phare, paraît-il, est en fait demandé que par 15% des Français. Quant à la forte mobilisation de samedi dernier, examinons les chiffres, 85 000, quand les manifestations contre la loi dite El Khomri réussissaient entre 200 000 et 500 000 personnes. Il me semble que la réalité du pays n'est pas celle décrite parfois par certaines chaînes en continu. Il faut que nous soyons attentifs, se souvenir des propos de Victor Hugo, souvent la foule trahit le peuple. Et nous avons, je le dis clairement, nous tous élus, le devoir de respecter le mandat qui nous a été confié par le peuple. La légitimité démocratique, c'est l'élection et non pas le nombre de followers, pour qu'on soit clair. Ce débat devra permettre de dire la vérité et de ne pas tout mélanger,
Notre pays dépense trop, ne produit pas assez. On ne peut pas réclamer plus de services publics et moins d'impôts. On ne peut pas éternellement accumuler le record des prélèvements obligatoires et le record de la dépense publique. Notre pays croit en l'égalité, et pourtant les chances de nos enfants ne sont pas les mêmes, suivant le village, la ville ou le quartier. Nous croyons en la fraternité, mais parfois en silence, on accepte des violences inacceptables. Alors, il nous faut retrouver ce qui fait le ciment de notre nation, les valeurs qui fondent notre pacte républicain. Une République qui accueille sans perdre son identité, qui réaffirme la primauté de la loi et la primauté de la démocratie. Le gouvernement a décidé de confier à 2 ministres, Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon, la mission de faire vivre le débat, je cite, d'en suivre l'évolution et d'organiser la mobilisation de tous. Pour, c'est la lettre du Premier ministre, en garantir l'indépendance, il propose un collège de garants de 5 membres, 2 nommés par l'exécutif, et il m'appartient de procéder à une nomination, tout comme le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique, social et environnemental. Si j'en ai accepté le principe, j'ai décidé de nommer Pascal Perrineau comme observateur de ce grand débat. Le terme de garant ne me paraissant pas approprié, et je l'ai dit au Premier ministre. Nous n'avons en effet rien à garantir, mais à observer le bon déroulement de ce débat dont la méthode et les thèmes n'ont pas été concertés avec nous, et c'est un droit, je le constate. Il devra examiner les conditions du débat, son déroulement, sa neutralité et sa sincérité. Dans ces temps de doute et de remise en question, je vous le dis, je crois fondamentalement à nos institutions. Je crois aux institutions de la Ve République qui nous ont permis de traverser bien des crises, même si elles ont été pour partie déstabilisées par la réforme du quinquennat. Je crois au bicamérisme, car que serait notre démocratie sans une assemblée qui ne procède pas de la seule élection présidentielle, une assemblée indépendante du fait majoritaire, une assemblée capable de contrôler l'action du gouvernement en toute indépendance. Le Sénat, que je suis fier de présider, propose des repères à la société. Il tient bon quand l'essentiel est en cause, une République une, indivisible, laïque, démocratique, sociale et décentralisée. C'est l'Assemblée des territoires. Je crois que le président de la République est en train de redécouvrir les territoires, de redécouvrir cette trame irremplaçable des 550 000 élus territoriaux qui permettent à la République de se tenir. Et je le dis souvent, la commune, c'est la petite République dans la grande. Et c'est elle, aujourd'hui, qu'on appelle au secours. Et vous voyez comme les maires sont républicains, comme les conseils municipaux sont républicains. Parce qu'au fond, sans se tromper sur la responsabilité qu'ils ne peuvent pas endosser, eh bien, tout simplement, ils permettent à la République, peut-être, de reprendre un cap, son souffle et la raison. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais dire en introduction par rapport à cela, par rapport à vos confrères journalistes parlementaires. Dire qu'à un moment où la démocratie représentative est questionnée, plus que jamais nous avons besoin de la démocratie représentative. Et ce temps de débat pourrait être un temps partagé, y compris avec le président de l'Assemblée nationale, en ce qui me concerne, parce que je crois qu'ensemble, nous avons à dire des choses aussi au pays. Ce n'est pas parce qu'on est dans une lettre où on pose beaucoup de questions, où d'ailleurs on ne se remet pas toujours en cause de sa propre gouvernance, nous ne nous interrogions pas sur la vitalité de la démocratie représentative. Voilà, et je me livre à vos questions. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On va donc revenir sur notamment votre attente pour cette nouvelle année que vous avez exprimée, autorité, dialogue, cohésion.
Je vous rappelle les règles. Lorsque vous posez votre question, je vais vous demander tout simplement de vous présenter, ainsi que de présenter le média que vous représentez ou où vous travaillez. C'est Chantal Didier qui va vous poser, qui est à mes côtés bien sûr, et qui va vous poser la première question. Oui, Monsieur le Président, vous avez insisté sur les propos « Aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le respect des dispositions prévues par la loi fondamentale ». On peut supposer que ça veut dire que vous êtes contre tout recours au référendum selon l'article 11, mais est-ce que c'est la bonne... Non, ce n'est pas la bonne interprétation. Donc, pouvez-vous expliciter ce que vous entendez par cette phrase que vous voulez ferme ? Je vais d'abord peut-être vous raconter ce que j'ai dit au président de la République, puisque je l'ai dit que je le dirais publiquement. D'abord, comme gaulliste, le référendum est un mode de consultation prévu par la Constitution et un mode de consultation que je ne récuse nullement. Mais l'article 11 prévoit un ensemble de dispositifs et des questions, l'organisation des pouvoirs publics, la révision de traités n'étant pas constitutionnelle, l'organisation économique, sociale et environnementale. Mais l'article 11 n'est pas une voie de révision de la Constitution. Donc, si à l'issue du débat, le président de la République décide de consulter les Français, il pourra les consulter sur un certain nombre de questions dans les formes prévues par les textes. Qu'en ce qui concerne la révision de la Constitution, d'ailleurs c'est le dernier chapitre, article 89, le titre ça s'appelle « De la révision ». Et oui, et donc pour être extrêmement clair, je l'ai dit au président. Et je lui ai posé la question aussi directe. Est-ce que votre déclaration du Congrès sur « je crois au bicamérisme », eh bien aujourd'hui, vous vous en affranchissez, il m'a dit non. Il m'a dit non, il n'est pas question de fusion dans ma tête entre le Conseil économique, social et environnemental et le Sénat. Et s'il devait être telle une proposition, elle ne pourrait passer que par l'article 89. C'est moi qui ai ajouté ça. Et que de toute façon, sur ce point, alors je vais vous dire, je suis peut-être rond, et là-dessus, il y a des larges inspirateurs ici qui conduiront mon attitude. Quel rôle, à titre personnel et en votre qualité de président du Sénat, entendez-vous jouer à l'occasion de ce grand débat, pour bien nous préciser les choses? L'archer citoyen, l'archer sénateur des Yvelines participera au débat dans son territoire. J'ai entendu que d'autres participeraient au débat dans leur territoire. J'ai réuni mardi les présidents de groupe de toute sensibilité et il est apparu que l'institution n'avait pas aujourd'hui à faire un débat dans le débat, mais qu'à l'issue du débat, l'institution pourrait prendre des initiatives. Ensuite, il appartient à chaque groupe politique de contribuer s'il le souhaite, ou à chaque parti politique. Ça doit être un temps de liberté, parce que, au fond, la lettre du président de la République, c'est une manière de renouer avec le pays. Parce que c'est quand même assez incroyable la manière dont ça s'était délité en quelques semaines. Et dans cette manière de renouer avec le pays, il a mis quelques interdits. Et dans ces interdits, il y avait notamment ce qu'il avait fait. Moi, je pense qu'il faut regarder tout cela, mais le temps du débat, ce sera l'archer citoyen et l'archer sénateur des Yvelines. Monsieur le Président, Anita Hausser pour Atlantico, est-ce que vous avez le sentiment, c'est un peu le prolongement de vos propos, que le Président de la République voudrait confisquer le débat en allant voir régulièrement les maires et donc en ayant de longs entretiens avec eux? Pas du tout, c'est moi qui lui ai conseillé, historiquement. Donc vous voyez, je n'ai pas dit que j'ai fait une ordonnance, au sens vétérinaire, s'entend. Mais j'avais dit qu'il n'était pas possible de ne pas aller voir les maires. Je lui avais dit, il s'en souvient très bien, parce qu'il m'a même dit dans notre avant-dernière rencontre, « Voyez, je vais aller voir les maires, je vous ai écouté. » J'avais tellement regretté qu'il n'aille pas au congrès des maires. Parce que c'était le lieu du rassemblement.
peut-être pour entendre des choses pas agréables, mais c'est tellement mieux de dialoguer, de se confronter, plutôt que de se retrouver dans une situation. Et j'étais dans l'Allier au dernier trimestre, et j'ai entendu un élu, faisait souvenir à Claude Malhuret, qui me disait, vous savez, les gens, ils ont le sentiment d'être au bout de la table, de ne pas compter. Et j'ai dans la tête ce qu'il m'a dit un élu. Est-ce qu'ils se rendent compte, le président, que Montluçon et Moulins sont beaucoup plus loin de Paris que Paris de Barcelone, de Londres ou d'Amsterdam? Je crois que c'est assez révélateur du sentiment de césure avec le territoire. Donc je suis plutôt content qu'il renoue avec le territoire en s'apercevant que ce qui tient, c'est les maires. D'ailleurs, c'est pas les maires y tiennent, y compris regardez dans les attentats, dans les drames. J'ai été à Trèbes au mois de septembre. Croyez pas qu'il faut des élus qui tiennent face à ça. Le maire de Strasbourg, dans les attentats de la fin de l'année, autour de qui les gens se retrouvent, quelle que soit la taille de la commune, qu'elle fasse 5000 habitants ou qu'elle en fasse 500 000, c'est d'abord autour des maires. Je crois qu'on a enfin retrouvé, j'allais dire, les fondamentaux de la République. En face de vous. Tam Tranui pour Public Sénat. Monsieur le Président, cette rentrée est aussi marquée par la reprise des auditions de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, avec de nouveaux rebondissements, comme on a pu apprendre hier, une vingtaine de voyages effectués par Alexandre Benalla, un certain nombre peut-être de falsifications faites par lui pour obtenir des passeports et de grandes difficultés entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères pour se coordonner apparemment. Eh bien, quel regard portez-vous sur toutes ces révélations de cette affaire qui devient une série? D'abord, on est dans des sujets tels que parfaitement définis par la commission des lois. Fonctionnement de l'État, notamment de la sécurité des plus hautes personnalités de l'État et de la sécurité d'un certain nombre de messages qu'ils sont conduits à porter ou à échanger. Deuxième principe, c'est que la commission des lois, qui est là, dans la situation d'une commission d'enquête pour 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, elle est parfaitement indépendante. C'est elle qui décidera de ses conclusions sur le rapport de ces 2 rapporteurs. C'est elle qui décidera des suites à donner. Mais imaginez qu'il n'y ait pas eu de commission d'enquête, qu'on soit en dehors du bicamérisme. Point de suspension, point d'interrogation. Donc, c'est la commission des lois qui prendra sa décision. J'ai souvenir, Monsieur le Président, que vous aviez parlé, vous félicitiez en septembre dernier du rôle de contre-pouvoir du Sénat à travers justement ces travaux de cette commission d'enquête autour de l'affaire Benalla. Vous reprendriez aujourd'hui le même terme de contre-pouvoir concernant les travaux de cette commission d'enquête? Ça n'a pas commencé en septembre, le contre-pouvoir. Quand nous disons en octobre 2017 qu'il n'est pas raisonnable d'avoir une fiscalité sur notamment les carburants à caractère pluriannuel, sans prendre 2 références. La référence sur le cours du produit de base, deuxième référence sur la capacité des gens à assumer cela. C'est dans le journal officiel, tout le monde le sait maintenant. Quand on attire l'attention sur la recentralisation, le président est en train de redécouvrir la nécessité de décentraliser. Le contre-pouvoir, c'est inhérent au fait que nous ne soyons pas liés à l'élection présidentielle, que nous soyons les élus des élus, élus dont on découvre aujourd'hui que c'est sans doute eux qui sont le plus fidèle reflet des citoyens dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire les élus locaux. Donc, vous connaissez ma formule, hein, Sénat, on dit jamais oui par discipline et jamais non par un espèce de dogmatisme. Je crois que c'est l'attitude et que c'est pas en démocratie inutile d'avoir ce type d'attitude. Jannick Halimi du Parisien, vous avez commencé votre discours en vous inquiétant de la montée des populismes un peu partout en Europe et ailleurs. D'ailleurs, je voudrais savoir si le mouvement des Gilets jaunes, selon vous, qui se réclame des territoires, est un mouvement populiste dont vous inquiéteriez. Et deuxième question par rapport aux élections
européenne également, vous disiez qu'il fallait vous interroger et clarifier sur votre alliance avec, je pense que vous parliez des Républicains évidemment, avec le PPE. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Merci. D'abord, il n'y a pas un mouvement des Gilets jaunes. Et il y a d'ailleurs eu une transformation assez profonde entre ce qui a été à l'origine, en fait, le refus d'un consentement à l'impôt et le sentiment d'être à côté, oublié, de ne pas être entendu. Je crois que ça, c'est, chère Madame Halimi, c'est la première des choses. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt, au-delà de ce mouvement-là, et plus largement, la montée des nationalismes. Et je rappelle cette citation du général de Gaulle, hein, « Patriotisme, c'est aimer sa patrie, nationalisme, c'est détester la patrie des autres ». Et sur ce sujet, je n'ai pas la même vision qu'Emmanuel Macron, pour qu'on soit très clair. Il n'y a pas un axe qui partirait de la botte italienne à Gdansk, où à tribord, il y aurait toutes les forces du mal, et à bâbord, toutes les forces du bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut nous poser la question collectivement, comment nous répondons à autre chose qu'au repli sur soi, à la peur de l'autre. Mais ça veut dire aussi que nous affrontons un certain nombre de dossiers et de sujets. J'évoquais la question migratoire. L'entretien que j'ai eu il y a quelque temps avec la présidente du Sénat néerlandais me démontre, elle qui appartient au groupe libéral, combien de sujets aux Pays-Bas, alors qu'ils ont 4% de chômage, que leur taux de croissance nous ferait rêver, il est le double du nôtre. Combien cette question va être prégnante et combien la réponse en Europe ne doit être une réponse collective. Si l'Europe n'est pas en capacité d'apporter ces réponses, alors, j'allais dire, une situation à l'italienne pourrait être le réveil catastrophique que je crains. Alors, par rapport à la question que vous me posez sur les élections européennes et les Républicains appartiennent au Parti populaire européen. À l'occasion de la rencontre d'Helsinki en novembre, il a été rappelé que le Parti populaire européen s'inscrivait dans l'héritage des pères fondateurs de l'Europe, dans leur diversité. Et que la démocratie, l'état de droit, la liberté académique faisaient partie des fondamentaux du PPE. C'est autour de ça que je me retrouve. C'est ce que doit porter les Républicains dans cette élection européenne de mai prochain. Je ne vois rien dans le projet qui a commencé à être construit à Menton qui antagonise les valeurs du PPE, mais naturellement, je serai personnellement attentif parce que chacun connaît la position que j'ai pu exprimer dans un scrutin national. Je pense qu'il est très important à la fois de renouveler profondément la liste, puisque ça n'est plus du tout le même système qu'avant, politiquement, et en même temps, mais c'est un mot que je m'interdis maintenant parce qu'il est passé de mode, il nous faut bien réfléchir à l'équipe qui conduira cette liste. Alors on a des positions les uns et les autres qui peuvent être un peu différentes, mais il y aura pour ça un débat, un vote dans une commission d'investiture, et ne vous attendez pas à ce que je déchire ma carte des Républicains si mes préférences n'étaient pas, parce que moi je crois à la vie de mon parti, et même s'il ne va pas très très bien, même s'il est interrogé, je crois qu'on a une immense responsabilité, qui est cette responsabilité, d'abord, qu'on ne peut pas laisser vide l'espace entre la République en marche et le Rassemblement national, que ce serait une faute contre ma conception de la démocratie. Et deuxième des choses, je ne fais pas partie, je suis un piètre marin, mais un petit peu marin quand même, qui quitte le navire quand la force 6 est en train de monter. Voilà. C'est dit. En face de vous, au fond de la salle. Bonjour.
Bonjour, Manon Rascan du journal Le Monde. Vous avez déjà longuement évoqué le fait que le président de la République a évoqué la place du Sénat dans sa lettre aux Français. Est-ce que, je me permets une nouvelle question à ce sujet, comment vous le qualifieriez? Est-ce que c'est une provocation alors que un certain nombre enfin, en tout cas, c'est une question, la place du Sénat est énormément questionnée par le mouvement des Gilets jaunes et de manière générale dans l'opinion. Et ça amène une deuxième question qui est, est-ce que vous ne craignez pas que ce grand débat national ne vienne rajouter une forme d'antiparlementarisme, c'est-à-dire que la place des élus, l'image des élus ne soit pas largement questionnée et que en fait, les parlementaires soient une sorte de bouc émissaire qui émane de ce grand débat? Tout d'abord, il est sûr que la formulation, je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre, ni même que le Parlement allait être questionné. Alors qu'il avait su m'envoyer un message le 22 décembre pour remercier le Sénat sur la manière dont il s'était comporté au moment du complément, vous savez, du texte qui portait complément du projet de loi de finances. Je lui ai dit que je pensais que nous avions des relations loyales, sincères, et est-ce qu'à l'avenir, nos relations devraient se limiter à ce qui est prévu strictement dans la Constitution? Et que donc j'ai perçu cela. Il m'a assuré, et je ne suis pas naïf, mais je suis quelqu'un qui fait confiance, il m'a assuré qu'il n'en était rien. Donc j'en donne acte, et je lui ai dit que je le dirais publiquement. Ce que je fais ce matin. Je l'ai fait devant les présidents de groupe mardi. Vous savez, j'ai une sale manie, je note tout, y compris devant mon interlocuteur, ça fait 25 ans que ça dure. Donc ce que je vous dis, c'est mot à mot. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on soit très attentif à la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est un bien extrêmement précieux. Et on ne peut pas le livrer uniquement, j'allais dire, à l'encan d'un rétablissement politique transitoire. Donc, bien sûr que la démocratie représentative doit aussi s'interroger, mais sur qui s'appuie le président de la République aujourd'hui, si ce n'est sur les premiers représentants de la démocratie représentative, que sont les conseillers municipaux et les maires. La démocratie représentative, elle va du conseil municipal au président de la République. Et donc sur ce sujet, je crois que nous devons être attentifs, mais c'est aussi sa responsabilité. C'est lui le gardien de la Constitution. C'est lui le gardien des principes laïques, démocratiques, sociaux et décentralisés. Alors, on va prendre une série de questions de ce côté-ci de la salle. Alors, 1, 2, 3, peut-être 4 ici, 5. Bon, voilà. Ça commence au fond sur votre gauche. Laurent Sénéchal à France Info. Vous avez parlé tout à l'heure des européennes et de la liste qui allait être élaborée par votre mouvement. Pour l'instant, il semblerait qu'on se dirige vers une liste qui serait dirigée justement par M. Bellamy. Je ne crois pas que vous soyez justement favorable à ce que ce soit ce monsieur qui la dirige. Quel est votre sentiment là-dessus? Et surtout, qui soutiendriez-vous le cas échéant? Vous savez, cette élection, je le disais tout à l'heure, elle est importante face à la montée des nationalismes, face à la crise migratoire, face à la réalité de la fin des multilatéralismes. Et je crains toujours par avance que ça ne se résume à pour ou contre l'Europe ou pour ou contre Macron. C'est le plus grand risque. J'ai évoqué sur ma conception. Alors, ma conception d'une tête de liste, c'est quelqu'un qui puisse rassembler. Moi, vous savez, je suis sans doute de tous ici celui qui connaît le mieux François-Xavier Bellamy. Et j'ai plutôt de la sympathie pour ce garçon. Il était prof de philo dans ma ville de Rambouillet. Alors. Et je le connais depuis longtemps. Il a des prises de position que je respecte, qui ne sont pas tout à fait les miennes sur un certain nombre de sujets de société. Je pense, moi, je le dirais, que l'équipe tête de liste doit incarner, et donc la tête de liste aussi, l'équilibre, j'allais dire le centre, l'épicentre du mouvement tel qu'il est. Mais il y a des procédures, il y a un débat, il y a une commission d'investiture, et
nous aurons ce débat à ce moment-là, tranquillement, sereinement. Je crois que il y a des instances dans un mouvement politique, je respecte ces instances, j'en suis membre, j'en préside même une. Alors, je la respecterai aussi. Sur votre gauche. Christine Claire, le Télégramme de Brest, Midi Libre et Huffington Post. Monsieur le Président, je voudrais revenir aux mairies sur lesquelles vous avez assisté. On a vu qu'au cours du débat autour du Président de la République, il y avait plusieurs maires de toutes petites communes, y compris moins de 200 habitants. Je crois qu'il y a plus de 30 000 communes en France. Vous semblez leur être très attaché. Comment est-ce compatible avec les réductions de dépenses publiques et du nombre de fonctionnaires que vous avez soutenus quand vous avez soutenu la campagne de François Fillon, qui voulait réduire, je crois, d'à peu près 500 000 le nombre de fonctionnaires. Comment faites-vous ? J'ose pouvoir vous dire que ce n'est pas dans ces communes-là que la dépense publique est majeure et que le nombre de fonctionnaires est majeur. On est sans doute même dans le modèle organisationnel et économique le plus productif, puisque une grande partie de cette production repose sur le bénévolat. Je pourrais vous emmener à moins de 60 km de Paris, voir des maires et des équipes municipales qui procèdent au fleurissement, qui au nettoyage, qui à l'entretien, parce qu'ils tiennent le territoire. Et donc, ce que je constate aussi, c'est que, effet sans doute de la diminution des dotations, les seuls qui aient réduit les dépenses publiques, c'est les communes. Et qu'aujourd'hui, le sujet majeur, vous avez raison, c'est la diminution de la dépense publique. Parce que la réalité, c'est qu'on ne pourra pas dépenser plus sans produire plus, sans créer de richesse. Et là, je partage avec le président de la République. Si le langage de la vérité est simple à dire, c'est, je crois, Sénèque qui disait ça dans une lettre à Licinius, eh bien, je dois vous dire que si le langage de la vérité, c'est celui-là. Donc, bien sûr qu'il faut rechercher plus d'équité fiscale, mais le premier des défis, c'est à la fois de produire plus, créer des richesses et dépenser moins. Dans le fameux kit de Bercy, vous voyez bien le ratio. Sur 1000, 556 sociaux, et ce dont on parle le plus, le coût du gouvernement, du Parlement, 1 euro sur 1000. C'est là où il faut remettre les choses aussi en perspective. Par contre, je pense que la diminution de la dépense publique, c'est vrai, passe par la fin des doublons, sur le territoire notamment, qui sont très nombreux. L'expérience que nous avons, nous les sénateurs, c'est de le voir. C'est aussi le rééquilibrage en faveur d'un certain nombre de territoires. Hier soir, je voyais le président des Hauts-de-France, et j'étais dans une commune prospère, et je lui disais que je sentais beaucoup de différences d'ailleurs entre nos collectivités territoriales, mais le même engagement pour la République, mais beaucoup de différences. Et que, puisque nous devions revoir, dans un projet de loi de finances rectificative, les fiscalités territoriales et engager les réformes de dotation, je note que ce sujet a été retiré aujourd'hui de l'ordre du jour. Et que si on veut combattre les inéquités territoriales, si on veut en même temps diminuer la dépense publique, il faudra bien qu'on se repose un certain nombre de questions et qu'on ne pourra pas différer l'approche de ces questions éternellement. Ici, Nicolas Prissette, éditorialiste pour BFM. Vous avez évoqué tout à l'heure le mouvement des Gilets jaunes qui a explicitement soulevé des questions d'ordre institutionnel. Vous avez parlé du référendum, vous êtes exprimé là-dessus, mais il a aussi d'autres questions qui sont plus implicites de la part de ce mouvement, toujours sur le plan institutionnel, et qu'on retrouve aussi plus largement dans le sondage du Cevipof de la semaine dernière sur la notion d'efficacité de la politique, sur la notion d'utilité du vote. Est-ce que la réforme constitutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, entre parenthèses, mais avec le contenu qu'on connaît, vous paraît suffisante pour répondre à ces questions, à ces attentes sur l'efficacité de la politique et de l'action politique dans le cadre qui existe? Est-ce que cette réforme est suffisante aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ouvert à discuter d'autres points? Merci. D'abord, dans les demandes, quand on regarde ce qui nous remonte des mairies, j'ai, comme tous les autres, responsable, en tous les cas le président de la République, je pense le président Ferrand aussi,
reçu déjà les délégations des associations de maires ruraux, de petites villes. Le premier des sujets qui est posé, c'est pas celui-là. C'est le sujet du pouvoir d'achat chez les gens. Second sujet, fracture territoriale, fracture sociale, avec la question des mobilités. Et souvenez-vous de quoi c'est parti quand même. Le sentiment d'être sanctionné parce qu'on n'avait pas d'autre choix qu'utiliser sa voiture individuelle pour travailler. Plus le sentiment des retraités d'avoir été ponctionnés et d'être appelés à une solidarité, mais il y avait même certains parlementaires de la majorité qui avaient dit qu'ils étaient quasiment des nantis. Donc revenons aux fondamentaux. En même temps, c'est vrai que la question de l'efficacité, elle est une question importante. Et dans la révision constitutionnelle, l'efficacité, elle est recherchée. Comment on fait mieux la loi? Comment on fait la loi dans des délais qui ne sont pas des délais anormalement prolongés? On a vu d'ailleurs qu'on pouvait faire la loi en 5 jours, hein, au mois de décembre. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui empêche de faire la loi de cette manière-là. Mais en même temps, est-ce que faire la loi, c'est interdire le débat, l'amendement, qu'est la démocratie représentative? Est-ce que être efficace, c'est couper les élus du Parlement du territoire? Plus on avance, et même j'ai échangé avec le président de la République, je n'ai pas dit que je le dirai publiquement, mais allez, il ne m'en voudra pas. Sinon, on s'écrira une lettre. Non, mais est questionner une erreur majeure, qui était très à la mode il y a 6 ans. L'idée que quelqu'un qui détient un mandat exécutif territorial ne puisse pas être parlementaire est en train de construire une déconnexion. Et c'est un sujet qui mérite d'être interrogé à nouveau. Ça, c'est un sujet. On a été obsédé que par le niveau des indemnités. Je rappelle qu'au Sénat, quelqu'un comme Jacques Mézard avait proposé qu'on plafonne tout ça. Mais l'idée d'être déconnecté entre la réalité territoriale. Le président de la République m'a dit, mais c'est vrai, un président de département ne peut plus siéger au Parlement. Et je dis, oui, monsieur le président. C'était même très, très mal vu. C'était même pas mode. C'était vieux monde. Et moi, je vous dis que c'est un sujet sur lequel on va réfléchir. Je vais donner la parole à la prochaine question. Simplement, sur cette révision constitutionnelle, l'examen s'est arrêté à l'article 2, en juillet dernier, du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que, selon vous, c'est l'ensemble du texte qu'il faut désormais revoir? Est-ce que ce texte est caduc ou est-ce qu'à vos yeux, ça constitue toujours une base de travail pour ce que pourrait être la future révision constitutionnelle? Non, c'est une base de travail. J'ai dit que pour nous au Sénat, la question des droits du Parlement, de la représentation, notamment au travers des départements et des collectivités à statut spécifique, était parmi les fondements, que la question du chiffre sur lequel, qui est institutionnel, mais qui pourrait le devenir, cette question du chiffre, elle n'est pas en soi tabou, mais à la condition qu'on ne fasse pas du chiffre un espèce de label pour se dire on s'en prend 30%, il faut avoir un chiffre qui réponde aux besoins des territoires. Et autour de ça, on peut, à l'issue du débat, avoir tel ou tel point qui nous amène, par exemple, sur la réforme de 2008, à se poser la question du référendum article 11. Est-ce que les dispositifs qui ont été prévus sont les bons dispositifs? Mais vous savez, le groupe de travail du Sénat ne s'est pas arrêté. Il se réunit d'ailleurs le 6 février prochain pour poursuivre son travail, et notamment ne pas s'interdire d'examiner quelques sujets. Je ne savais pas que ce serait à ce point-là à la mode, mais avec le président Bas, nous avons demandé au rapporteur du groupe, le sénateur Pilet, de travailler sur ces questions référendaires, et on ne l'a demandé pas hier, c'était l'année dernière. Gérard Leclerc, CNews. Si l'on en croit toutes les enquêtes, les sondages, les Républicains ne se portent pas très bien. Pour les européennes, les sondages, on les a vus reculer progressivement de 12 à aujourd'hui 9 ou 10%. Pourtant, vous êtes dans l'opposition d'un gouvernement qui est en grande difficulté. Pourtant, vous êtes en principe sur des thèmes porteurs, hein, comme la dépense publique, la baisse des impôts, les territoires. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Je crois qu'on n'est pas remis du printemps 2017. Je crois qu'on n'est pas remis du printemps 2017. Je pense qu'il faut reconstruire. Il faut reconstruire, il faut rebâtir. Nous sommes aussi sur des sujets qui comptent. Le sujet d'autorité que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel je n'ai pas revenu. On s'aperçoit d'ailleurs qu'on va examiner à l'Assemblée nationale une proposition de loi du Sénat, dont vous avez un des auteurs au premier rang, qui visait à répondre non pas au sujet de décembre ou de janvier, mais à des réalités vécues au moment de la loi El Khomri, au moment de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Et c'était chic de regarder ça sans se poser la question de l'autorité. Nous sommes aussi un mouvement politique qui fait de l'autorité quelque chose d'important. Vous savez, parce que la République, elle a besoin de la loi, et la liberté, elle a besoin de la loi. Elle a donc besoin d'autorité. Il va falloir que nous poursuivions ce travail, mais je redis ce que j'ai dit au tout début. Nous avons la responsabilité d'être dans l'espace entre la République en marche. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui a besoin d'alliés, je le dis devant Hervé Marseille, d'alliés, parce que je n'imagine pas d'autres alliances qu'avec le centre. Vous savez que pour moi, il y a une barrière, même pas hermétique, totalement cadenassée, impensable, qui serait celle avec l'extrême droite, mais nous avons besoin d'occuper cet espace, d'y reconstruire un projet, et d'y reconstruire un projet en allant plus loin dans la bataille des idées. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au centre et à droite aujourd'hui? Quel projet de société on porte? Quelles sont les valeurs? Comment, dans notre diversité, y compris sur des sujets de société, on est capable ensemble d'imaginer la société qu'on a envie de porter? C'est ça, me semble-t-il, ce que nous avons à conduire. C'est vrai que le bulletin de santé est moyen, mais je fais partie de ceux qui entendent participer à cette reconstruction. Sur votre gauche. Oui. François Gervais, Horizon Politique. On parle beaucoup dans le grand débat de cette fameuse question du 80 km/h. Je voulais savoir quelle était votre opinion. Est-ce que vous êtes plutôt gilet jaune ou plutôt Édouard Philippe? Non, je suis plutôt Michel Raison, sénateur de la Haute-Saône, c'est-à-dire le bon sens. Et c'est assez intéressant qu'il s'appelle Raison, parce que je crois qu'il incarne la raison. Il faut qu'on arrête d'être déraisonnable dans notre relation avec le territoire. Il faut aussi qu'on arrête d'être en part condescendant, méprisant. Il faut que les politiques soient à l'écoute aussi de ce que disent les gens, ce que les collègues parlementaires font remonter. Et sur ce sujet-là, je pense qu'une décision qui, au fond, a été vécue comme une mesure d'inégalité vexatoire sur des territoires, il faut bien se poser la question. Parce que je ne doute pas de la bonne intention de diminuer l'accidentologie. Loin de moi de penser que le Premier ministre ait voulu, en quelque sorte, mépriser. Mais quand une décision est construite de cette nature, est-ce qu'elle doit, comme le disait Michel Raison dans son rapport, être univoque, s'appliquer partout sur le territoire? Est-ce que ça a du sens? Il faut qu'on colle avec la proximité. Et nous sommes l'Assemblée des territoires. Nous sommes l'Assemblée des territoires. Et cette réalité-là, c'est sans doute la voie de sortie pour retrouver la confiance. Oui, bonjour, François Vignal, Public Sénat. Vous évoquiez le non-cumul des mandats tout à l'heure, justement en réponse à un maire mardi en lançant le grand débat. Emmanuel Macron a semblé se montrer ouvert à un ajustement de ce. Vous voyez que la contamination, ça joue. Oui. Alors, plutôt pour les petites collectivités, ça manquait de précision. Et il a envoyé aux maires et aux parlementaires la responsabilité d'en débattre. Donc, clairement, est-ce que vous êtes prêt à remettre sur la table ce sujet qui avait été sensible ici? Je viens de dire que oui. Et alors, toujours sur les élus, dans sa lettre aux Français, il évoque la baisse du nombre d'élus, pas seulement celle du nombre de parlementaires, et la réduction du nombre de niveaux de collectivité, autre sujet sensible. Est-ce que pour vous, on peut en débattre? On peut débattre de tout. Attention à ne pas redéstabiliser le pays.
en 10 ans 5 réformes territoriales d'importance. Comment voulez-vous que le territoire ait le sentiment qu'on le respecte? 2 ans après, on rebouleverse la réforme. J'ai entendu du président de la République qu'il était prêt à ajuster de manière pragmatique la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est tout simple. Proposition de loi d'Arnaud, ici, de la commission des lois, elle est faite. Proposition de loi Gatel. Toutes ces réalités-là, elles existent. Et je l'ai dit au président lundi. J'ai dit, ne nous réinventez pas l'eau et l'assainissement versus Assemblée nationale. On avait voté un texte à la quasi-unanimité ici. Si on essayait de travailler ensemble, je crois que la situation nous amène à la nécessité, sur un certain nombre de sujets, de travailler ensemble. Et ça n'est pas la vexation de quiconque ou j'allais dire l'alignement de quiconque, mais travailler ensemble pour écouter et essayer de dire ensemble le bien commun. Dire le bien commun, ça doit être notre rôle. Il nous reste une trentaine de minutes. Il y a encore pas mal de questions à venir. Il y en a, la première est juste devant vous. Ensuite, on ira par là. On ira ensuite par là. Hein. Voilà. Bonjour, je suis Anne-Cécile Robert du Monde diplomatique. Vous avez commencé votre intervention, Monsieur le Président, en parlant de la situation internationale. Et la presse étrangère n'est pas du tout tendre avec Emmanuel Macron, en particulier pour les images, je le dis en passant, de la répression policière. Les images des personnes blessées font le tour du monde. Donc est-ce que vous ne craignez pas que la crise politique actuelle avec les Gilets jaunes n'affaiblisse la parole internationale de la France dans une période extrêmement difficile? Et deuxième question connexe, vous avez exprimé naturellement votre attachement aux institutions de la Ve République, mais est-ce qu'on est encore en Ve République, au bout de 25 révisions et des déséquilibres institutionnels que vous avez vous-même soulevés, avec un président omniprésent, omnipotent et un Parlement de plus en plus affaibli? Alors, vous allez donner votre réponse. Attention aux 2 questions en une. Hein. Voilà, parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est même trinitaire, là. Un mot? Non, Oui, allez-y, répondez, monsieur. Faire respecter la loi, l'ordre, c'est le rôle de l'exécutif sous le contrôle du Parlement. Et l'exécutif doit rendre des comptes. Il les rend dans un état de droit. Mais son devoir, c'est la loi et le respect de l'état de droit. Les jugements portés par d'autres pays, parfois, devraient être marqués par le regard sur eux-mêmes, parfois aussi, si vous voulez que je vous dise. Enfin, ce qui se passe à la frontière mexicaine, par exemple. Non, mais, bon, donc, non, mais vous êtes le monde diplomatique, j'ai évoqué les États-Unis. Non, parce que j'ai vu des tweets. Bon, vous voyez qui ça peut être. La deuxième des choses, c'est la parole de la France dans le monde. C'est vrai qu'on a un sujet. Face à la fin du multilatéralisme, la parole de la France, il faut qu'elle compte. Je disais tout à l'heure que le nouveau traité de l'Élysée, je l'espère, devrait nous permettre de reprendre la France et l'Allemagne, mais chacun sait que c'est la France qui peut porter un certain nombre de choses. Et que l'Allemagne, pour différentes raisons liées à l'histoire, ne peut pas les exprimer de la même manière. Voilà pourquoi la place et le rôle de la France, nous devons la préserver. Voilà pourquoi c'est aussi essentiel. J'ai commencé avec la fin du multilatéralisme. C'est parce que c'est une inquiétude. C'est une inquiétude profonde que je ressens dans tous les pays. Il se trouve que jusqu'en juillet, je préside les Sénats d'Europe. Et que nous sommes en train d'avoir des relations avec les Sénats d'Afrique. Et que nous allons, au mois de juin, tous nous retrouver ici pour parler du développement, des questions migratoires, de ces sujets-là. Et croyez-moi, le sentiment, c'est que avec la fin du multilatéralisme et, j'allais dire, l'abandon des États-Unis et la livraison à la voracité chinoise, parce que c'est comme ça, la vérité, aussi qu'on se la dise, plus que jamais, ils ont besoin d'une France présente, mais aussi d'une Europe présente sur ces sujets-là. Voilà ma vision des choses.
Monsieur le Président, Jacques Massé, journaliste honoraire, forcément honoraire. Vous savez, moi je suis maire honoraire. Alors, la question. Vous évoquiez tout à l'heure la qualité des travaux du Sénat concernant la proposition de loi Retailleau sur le maintien de l'ordre et ce qu'on pourrait assimiler à une sorte de loi anti-casseurs. À l'origine, et vous en parliez, ça faisait référence d'une certaine manière, c'était influencé par Notre-Dame-des-Landes et les violences au moment des manifestations de la loi El Khomri. On s'aperçoit aujourd'hui, à la lecture de ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes, que ce sont les éléments qui étaient proposés dans cette loi, notamment en ce qui concerne le contrôle préventif, ne pourraient plus concerner des dizaines d'encapuchonnés Black Bloc, mais peut-être des centaines, voire des milliers de citoyens effectivement identifiés comme violents à l'occasion d'un mouvement populaire. Alors, j'ai le souvenir que le Sénat se définit comme aussi le lieu de l'élaboration des libertés publiques. Comment ces éléments nouveaux qui sont apparus, qui peuvent être là gravissimes pour les libertés publiques, pourront être pris en compte en retour par le Sénat lorsque le nouveau projet de loi gouvernemental sera examiné au Sénat après l'Assemblée ces prochains 15 jours. Il est muet, mais je pourrais parler sous le contrôle de l'auteur. L'auteur, on va le préciser, c'est bien sûr Bruno Retailleau. Il est juste devant mais vous. Je voudrais dire un mot président par rapport au texte, Républicains. puisque il a été voté par la majorité sénatoriale, ce texte. En même temps, la commission des lois a écarté, par exemple, l'idée d'une responsabilité civile collective. Vous voyez que la question des libertés est toujours prégnante ici. Oui. Mais en même temps, nous voyons que ce qu'ont décrit les auteurs de la proposition de loi correspond à des réalités. Alors, soit on abdique, mais regardez ce qui s'est passé dans les stades. Depuis quand il y a des textes anti-hooligans, ça va mieux ou pas? La réponse est que ça va mieux. Il faut donc aussi que l'État de droit envoie un certain nombre de messages clairs. N'abdique pas de sa responsabilité. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on ne finasse pas et qu'on reprenne la proposition de loi telle qu'elle avait été votée par le Sénat. Pas simplement pour des raisons de rapidité, pas simplement pour des raisons d'efficacité, mais je reviens à mon symbole, il y a des sujets qu'il faut qu'on partage ensemble. Et j'y vois un symbole aussi, une capacité parfois à travailler ensemble. Ça me semble tellement important par les temps qui viennent. Sur votre gauche. Bonjour Monsieur Larcher, Laurent Bailly, Arte Journal. Dans la foulée de la question de la consoeur tout à l'heure et dans la foulée de la publication des chiffres sur les blessés lors des manifestations des Gilets jaunes, Jacques Toubon, le défenseur des droits, demande l'arrêt des lanceurs de balles de défense. C'est juste une précision que je vous demande sur ce point. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Merci. D'abord, il est dans son rôle. Vous voyez, dans son rôle. Et le sujet, c'est qu'il faudra expertiser tout cela tranquillement, sereinement. Mais il faut donner aussi des moyens aux forces de sécurité d'assurer l'ordre et la sécurité. On sait très bien leur rendre hommage quand ils font face et qu'ils préviennent des attentats. Et on les met en cause immédiatement après. Je ne fais pas fonds de commerce de la défense des uns contre les autres. Mais je rappelle que le maintien de l'ordre sous la responsabilité, les ordres de l'exécutif, sous le contrôle du Parlement. Le moment venu, le Parlement pourra légitimement exercer sa fonction de contrôle sur ces sujets-là. Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas technicien. Toujours sur votre gauche. Oui, bonjour, Patrick Roger, Le Monde. Je voudrais revenir sur cette question de décentralisation. Depuis plusieurs mois, à l'unisson avec les représentants des grandes associations d'élus, de Territoires Unis, vous déplorez ce que vous appelez une recentralisation. Là, c'est l'occasion peut-être de passer à une nouvelle phase décentralisation. Emmanuel Macron, avant-hier dans l'heure, dit qu'il n'était pas opposé à mettre ça au débat, mais il met quand même un certain nombre de réserves. Il émet un certain nombre de réserves en disant attention,
les Français aussi sont attachés à l'égalité et il faut veiller à ce que ça ne contribue pas à créer de nouvelles inégalités territoriales. Alors, aujourd'hui, dans la Constitution, dans le projet de révision constitutionnelle, il est question effectivement d'inscrire la différenciation, mais vous, quelle conception vous faites-vous de ce que vous appelez une nouvelle phase de décentralisation? En quoi consisterait-elle? D'abord, à faire confiance aux élus. Parce que ce qui s'est passé, c'est une relation de défiance. Et quand on analyse le travail du CEVIPOF, par exemple, on voit que les maires, ils ont le sentiment que le sommet de l'État ne leur fait pas confiance, leur complique la vie, ne les accompagne pas, alors qu'en même temps, ils ont le sentiment que leur préfet et leur sous-préfet, dans ce maquis, sont des apports extrêmement positifs à leur travail. Donc le premier sujet de la décentralisation, c'est la confiance. Le second sujet de la décentralisation, c'est de se poser la question de la fin des doublons entre l'État et les collectivités territoriales. Et vous voyez, on vient, et ça a été voté assez largement, voter en première lecture une agence nationale de cohésion territoriale qui va s'empiler avec je ne sais combien d'agences aussi qui agissent dans tous les domaines. Et en même temps, vous avez des agences territoriales, départementales, qui sont des cabinets d'ingénierie publics. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse à la fin des doublons et faire confiance aux élus sur le territoire? C'est plutôt un état d'esprit. Nous avons recentralisé. Quand le Premier ministre imagine à Marseille que les fonds européens doivent être à nouveau redistribués par l'État et non plus par les régions, on connaît l'excellent résultat. Ils ne seront pas consommés. On se rentrera dans des procédures administratives. C'est ce retour-là dont on a besoin, de procédures simples, de la fin des doublons et de la confiance. J'en profite pour rebondir sur la baisse des dépenses publiques. Vous l'avez déjà évoqué. Nous recevions, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, Annie Genevard, première vice-présidente de l'Assemblée nationale et aussi secrétaire générale du Parti Les Républicains, qui, c'est elle, risquait de nous avancer un chiffre concernant un éventuel programme économique à venir, d'une baisse des dépenses publiques de l'ordre de 20 milliards par an, autrement dit de 100 milliards d'euros sur l'ensemble d'un quinquennat. Est-ce que ça vous paraît à vous aussi voilà, un ordre de grandeur à mettre en œuvre concernant les dépenses publiques en France dans le cadre de ce qui pourrait être un prochain programme économique du côté des Républicains? Vous avez à la Commission des finances du Sénat un rapporteur général qui a tracé la voie de ce qui peut être la diminution des dépenses publiques. Et y compris quand nous n'avons pas voulu, quand nous avons rétabli l'indexation des retraites, quand nous avons mis fin à la surtaxation des carburants, dont d'ailleurs 1 euro de plus n'allait pas du tout en direction des politiques environnementales, nous avons conduit, mais ça veut dire, il faut être clair, sur un certain nombre de sujets, travailler plus, ça veut dire la fin des doublons, ça veut dire la diminution de la dépense publique, notamment au travers de la masse salariale des fonctionnaires de l'État. C'est aussi cette réalité-là. On est quand même à un niveau de dépense publique qui est strictement insoutenable dans notre pays. Oui. Bonjour, Xavier Robert, RRB Nouvelle-Calédonie. Je suis en face de vous, Monsieur le Président. Je suis ici. Pas de gilet jaune là-bas en Nouvelle-Calédonie, mais un pays qui, au lendemain du référendum, se retrouve coupé en deux, géographiquement et politiquement, avec un camp indépendantiste qui ne veut pas discuter d'un troisième accord, avec un territoire qui va finalement se retrouver en campagne électorale permanente pendant 4 ans. Dans 4 mois, les provinciales. L'an prochain, 2e référendum, un 3e référendum en 2022.
Ma question, comment sort-on de cette situation qui n'est pas tenable indéfiniment et quel rôle vous souhaitez jouer dans ce dossier? Sur ce dossier, puisque j'ai reçu à l'occasion de dernier comité des signataires l'ensemble des délégations représentant toutes les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. On a une séquence qui est engagée, qui est la séquence des provinciales. Je leur ai proposé que la commission des lois puisse, après cette séquence, se repencher sur le sujet comme elle l'avait fait, vous savez, y compris dans des moments très tendus de l'histoire. Et chacun m'a dit que ça pouvait être une proposition intéressante et partagée par tous les camps, comme vous dites. Donc, je préside le groupe de contact Nouvelle-Calédonie ici, et c'est un sujet que nous ne regarderons pas dans l'indifférence, car je suis bien conscient que 4 années, c'est économiquement, politiquement, socialement, humainement extrêmement déstabilisant pour la Nouvelle-Calédonie. Question sur votre gauche. Bonjour Monsieur le Président, Pascal Tournier du magazine La Vie. Est-ce que vous pensez que par rapport à la question des inégalités, donc de l'égalité, le sujet du rétablissement de l'ISF est-il la meilleure réponse justement par rapport à cette demande? Est-ce qu'on est plutôt dans l'ordre du symbolique? Est-ce que, comme vous dites, vous avez cité tout à l'heure Sénèque et son langage de vérité, est-ce qu'il ne faut pas tenir un certain langage de vérité sur ce sujet-là ou pas? Voilà. Ça fait partie de la mythologie. Et je comprends le côté symbolique. Mais nous sommes le pays le plus fiscalisé. Le résultat de l'impôt sur les grandes fortunes, commencé en 82, ça a été le départ d'un certain nombre de ceux et de celles qui auraient pu investir dans notre pays. La réalité, c'est quand même ça. Quand Didier dit ça a été en plus 45 milliards de pouvoir d'achat en moins, je pense à Rexecode, c'est une réalité. Pour une différence de produit de 3,5 milliards là aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de se raconter les histoires sur tout ça. Est-ce qu'on peut être le pays qui continue à être champion? Enfin, là, maintenant, on est passé sur le haut du podium. Je crois qu'il faut se dire les choses. Je ne suis pas favorable au rétablissement de l'ISF, qui est quelque part l'inverse de Sénèque. La vérité, je vous le dis, c'est pas avec ça que vous retrouverez les équilibres du pays. Nous avons plutôt besoin d'attirer des Françaises et des Français qui, parce que certains sont à 68% de prélèvement. Je ne suis pas là en train de les défendre. Mais où est-ce que finalement on préfère que ce soit des fonds chinois ou des fonds de pension qui, j'allais dire, contribuent au développement de notre pays? Moi, je continue à avoir une vision de la souveraineté. J'aime mieux que ce soit des Français et des Européens qui investissent dans mon pays, plutôt que de le livrer au motif d'un mythe, au fond, à être ballotté par d'autres. Donc je suis clair. Je crois qu'on me fait signe que on n'a plus qu'une ou deux questions. Oui, alors il y aura celle-ci, puisqu'on est sur le terrain de la fiscalité. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de la taxe d'habitation pour tous, celle qui finalement a été promise par le gouvernement? Ben, je crois que j'étais surtout favorable à ce qu'on ne fasse pas la bêtise de la supprimer, mais de la moderniser. Parce que cette affaire de taxe d'habitation va empoisonner le gouvernement, l'exécutif. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on travestisse la vérité. Une partie de la surfiscalité sur les carburants n'allait pas du tout à la politique environnementale, mais visait à rééquilibrer à terme. Alors les chiffres varient, mais je fais confiance à la Commission des finances du Sénat, autour de 22 milliards qui vont être nécessaires, par les temps qui courent. En même temps, la taxe d'habitation, dont une partie des fondements, il n'était pas illégitime de se poser la question des valeurs locatives. Dans une vie antérieure, j'ai participé à un groupe de travail sur la révision des valeurs locatives. Et oui, on n'a jamais eu le courage politique, tous, de le faire. Il n'empêche que c'est un lien entre citoyens, assemblées délibérantes et territoires. Et on parle de démocratie de proximité, on parle de démocratie de participation,
Nous avons dans les collectivités locales, des commissions locales, des conseils de quartier. Et voilà tout ça qu'on fait disparaître le lien entre citoyens, services et assemblées délibérantes locales. Je crois que c'est une bêtise. Elle a été faite, les Français l'ont choisie, donc je respecte. Il faut maintenant qu'on invente, c'est l'occasion, de refonder une fiscalité territoriale. Eh oui, ben maintenant, comme il n'est nulle difficulté, ça fait 2 fois que je le dis cette semaine, qu'une femme ou un homme d'esprit puisse transformer en succès, c'est La Rochefoucauld, ben faisons de cette bêtise un succès et essayons de refonder la relation financière et fiscale, notamment pour les politiques territoriales et pour les collectivités territoriales. C'est pour ça que je suis un peu inquiet de ne pas voir dans le programme législatif le projet de loi de finances rectificative qui était prévu et sur lequel nous avions commencé à travailler, sur lequel nous avions eu un accord du président de la République et du Premier ministre sur le principe. Je ne dis pas que c'était simple à faire, mais à force de jamais traiter les sujets difficiles, on termine sur les ronds-points. On va prendre la dernière question. Juste pour bien préciser votre réponse, il vous paraîtrait concevable de voir une partie des Français ne plus payer la taxe d'habitation et une autre partie des Français, moins importante, qui continuerait à la payer? Écoutez, je crois que le Conseil constitutionnel a été clair. Alors on relit la décision du Conseil. Très bien. La dernière question, au fond, peut-être une... Alors les 2 dernières, si vous en êtes d'accord. C'est 2 en 1 et 1 en 2. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Louis Guarino pour le site d'information TRM24. Une question complexe sur le Brexit suite au vote mardi soir au Parlement britannique. Theresa May doit présenter un plan B d'ici lundi soir. En fait, la situation ressemble à un huis clos sartrien. Tout le monde semble se courir après sans que personne ne puisse se rejoindre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le député Jean-Louis Bourlange. Quel est votre sentiment ce matin avant le débat au Sénat sur la question cet après-midi? Et est-ce que vous pensez que le risque d'un no deal est toujours ou presque certain? On va essayer d'être plutôt Descartes que Sartre, si vous le voulez bien. Et donc d'être dans la logique. Je ne sais pas si Mme May est en état d'avoir une majorité pour un accord revisité. La position de la commission de Juncker est claire. On ne rediscute pas. Il peut y avoir des ajustements à la marge. Donc, nous sommes en train de nous préparer à un Brexit sans accord. Et d'ailleurs, nous avons voté, et c'est jamais de gaieté de cœur pour des parlementaires, de voter un texte habilitant les ordonnances. Mais il était de notre devoir de nous y préparer, et toutes les hypothèses sont sur la table. Il y avait même un séminaire gouvernemental en France sur ce sujet ce matin, et je ne doute pas que ça occupera une partie de nos discussions en marge d'Aix-la-Chapelle mardi prochain. Je crois qu'il faut se préparer à toutes les situations et donc y faire face. Je le disais tout à l'heure, vous savez que si nous reculions l'échéance, ça questionnerait l'élection européenne. Nous ne pouvons pas mettre en péril le projet européen, sa dimension démocratique, pour les convulsions respectables, parce que démocratiques, du Parlement britannique. Donc, j'allais dire, je souhaite un accord, mais m'en voulez pas d'aimer plus l'Europe que le Royaume-Uni à cet instant. Alors, cette fois, ça sera la dernière question. C'est sur votre gauche, au fond de la salle. Marie-Pierre Bourgeois pour Public Sénat. Lors de vos vœux à la presse en 2016, vous aviez indiqué qu'au dernier trimestre 2015, 14 sénateurs avaient été sanctionnés pour absentéisme pour un montant moyen de 2100 €. Est-ce que vous avez des chiffres plus récents à nous communiquer? Non, c'est un élément absolument passionnant de la vie parlementaire. Je veux simplement vous dire que nous sommes à un taux de présence de plus de 90%. Vous pouvez le constater dans la plupart des questions au gouvernement, que n'est rien changé dans l'application de l'article 23 bis, mais que je souhaiterais que parfois, dans d'autres lieux qui nous donnent des leçons, on soit aussi présent, aussi engagé, à la fois sur le terrain qu'au Sénat, pour tous les parlementaires. Voilà. Je voulais vous remercier. Merci à vous. Et puis, je crois qu'il y a un coup à boire. Donc, voilà, en vous souhaitant la meilleure année possible. Merci voilà. encore.